avec vous sur Sud Radio pour le 11h midi et les débats de société avec vous 0826 300 300 avec aujourd'hui Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, et on va revenir avec vous sur ce sondage qui a été publié hier dans le journal du dimanche, les différentes probabilités pour la prochaine présidentielle. Matteo Ghisalberti, rédacteur en chef de Putsch. Bonjour. Putsch, le nouveau média franc-tireur. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour Sophie. Bonjour. Et Jean-Luc Benamias, membre du CESE, Conseil économique, social et environnemental. Bonjour à vous, vous êtes à Marseille. Bonjour, et j'ai la chance de ne pas avoir de masque, je suis tout seul chez moi. Absolument, moi ce matin j'ai décidé que... Je suis devant la fenêtre, là, ici on a des conditions maximales. Est ouverte, mais bon, moi j'ai décidé de mettre un masque, voilà. Et ceux qui veulent les mettre, Sophie, à l'oreille, c'est très, très chic, ça ne sert pas à grand chose. Mais c'est bien, mais comme vous, voilà. Je suis devant la fenêtre, enfin bon. Voilà. Je sens que je peux Alors, on va évidemment, je vous l'ai dit, parler du Covid et des décisions du gouvernement. On devra en savoir un petit peu plus à 11h30. Et cette question, le gouvernement navigue-t-il à vue? Macron-Le Pen, le match de 2022, c'est en tout cas ce qui ressort du sondage IFOP pour Sud Radio. Et séparatisme, est-ce qu'on peut vraiment organiser l'islam dans la République? Petit tour de table, ça commence avec des sujets très différents et très variés. Frédéric, j'aurais pu parier, je m'attendais à votre coup de cœur. On va pas parler que de politique, ma chère Valérie. Donc c'est un coup de cœur pour ce jeune Français, Hugo Gaston, qui a fait ce parcours incroyable à Roland-Garros, qui arrive en 8e de finale après avoir battu Stanislas Wawrinka, vainqueur en 2015, qui pousse au 5-7 le grand favori avec Nadal, Dominic Thiem. Et c'est vrai que c'est une bonne nouvelle dans un contexte assez catastrophique pour le tennis français, où entre déclin des mousquetaires, Tsonga, Gasquet, Monfils et Simon, qui sont vraiment en fin de carrière, agacement des passionnés de tennis comme moi face aux clowneries d'un Benoît Paire. Voilà quelqu'un de jeune, de frais, qui a un jeu tout à fait divertissant, fait d'amortis, de services volés, qui arrive à Roland-Garros, ce drôle de Roland-Garros, un peu funèbre, un peu sépulcral, mais qui parvient maintenant à recréer une véritable magie. Donc voilà, c'était un petit coup de cœur pour ce jeune Français, Hugo Gaston. Alors, coup de cœur que je partage, mais ce que je regrette beaucoup, c'est que je trouve que pour arriver à revoir sur les chaînes de télévision, c'est pratiquement impossible. Il faut être juste devant en direct, c'est pas repassé. Enfin, je n'arrive pas à trouver Roland-Garros sur les chaînes de télé. Replay, vous devez trouver le replay, mais enfin, je trouve que c'est peu mis en avant par les chaînes de télé. Oui. Vous avez regardé, Jean-Luc? J'ai regardé, même si sur Roland-Garros, j'ai une certaine habitude. Je ne regarde pas les matchs en entier parce qu'ils durent très longtemps. Je préfère Flushing Meadows et évidemment Wimbledon. Mais bon, c'est un perdant magnifique. Il a 20 ans, c'était incroyable. Il n'a peur de rien. Voilà. Et donc, pour l'avenir du tennis français, Frédéric l'a dit, les anciens, les 4 mousquetaires qui étaient bons, mais pas très bons, mais bons, voilà, ils sont en fin de carrière. Voilà, on voit arriver une nouvelle génération et on voit arriver aussi une nouvelle génération, c'est les femmes. C'est pas mal. Absolument, absolument. On a toujours des auditeurs, Mickaël, qui réagit beaucoup, nous dit, c'est très français, on félicite un perdant. Vas-y, Poucou. Le mec, il était quand même de combien? 293e, 20 ans. On peut saluer son exploit. Disons qu'on salue les matchs qu'il a gagnés. Absolument. Sophie, alors aussi, on est loin de la politique. On est très loin. Alors, figurez-vous que j'ai regardé avec un grand bonheur The Voice samedi soir, et que je trouve cette émission formidable. Au moment où on a une télévision quand même qui peut laisser à désirer sur des émissions de variété, sur des prime time, etc. Cette émission est formidable. Ce sont des enfants magiques qui ont des voix magnifiques. Pardon? Voice Kids. Voice Kids, oui, pardon, j'aurais dû préciser. The Voice Kids, des enfants qui ont des voix magnifiques, qui ont travaillé, des coachs qui sont formidables parce que c'est pas évident de sélectionner des enfants comme ça, et qui sont dans des commentaires positifs en permanence. Je veux dire, c'est aussi valorisant presque de perdre The Voice Kids que de gagner. Et ça fait vraiment du bien de voir ça. Je trouve que c'est une émission formidable. Voilà, donc c'était votre coup de cœur. Mathéo, c'est un coup de gueule. Oui, un coup de gueule parce que on parle beaucoup du respect des mesures de distanciation sociale dans les restaurants. On en parlera tout à l'heure encore, peut-être. Mais je suis très énervé parce que j'ai vu que aussi dans les églises parisiennes, moi je vais à la messe le dimanche, c'est pas pour
me considérer meilleur que les autres. Mais bon, je constatais quand même, si. Non, bien meilleur que les autres, Mathéo. Non, c'est pas... Non. Je ne veux pas être considéré comme quelqu'un de spécial. Non, mais j'ai vu que dans les églises parisiennes, la distanciation sociale n'était pas toujours respectée. Et franchement, ça m'a laissé très triste parce qu'au début du déconfinement, on avait mis en place toute une série de mesures qui étaient respectées. Mais malheureusement, maintenant, ce que je constatais, c'est que seulement dans certaines églises, par exemple, on interdit de s'asseoir l'un à côté de l'autre. On propose systématiquement de laver les mains avec la solution hydroalcoolique avant de rentrer dans l'église. Que beaucoup de personnes, notamment celles qui lisent sur l'autel, ne portent pas de masque. Donc, très bien, c'est un truc qui concerne surtout les catholiques, mais malheureusement, ce virus n'a pas de religion, en plus que n'a pas avoir de passeport. Donc, je voudrais rappeler, ce petit geste aussi à ceux qui vont à la messe, surtout parce que la plupart a un certain âge aussi. Et d'autant plus, Mathéo, que c'est important ce que vous dites, parce que on accuse les restaurants, les églises. Ce ne sont ni les restaurants ni l'église, ce sont les gens, les individus, et que on est en permanence en train de reporter la faute sur les autres. Je crois qu'il est temps de vraiment se poser les questions individuellement de ce qu'on doit faire ou pas. On doit réfléchir. C'est pas le restaurant qui doit empêcher, c'est les gens qui forcent la porte du restaurant et qui disent si on est 6, allez. Et vraiment, appel à la responsabilité individuelle. Mais quand on voit ce matin les images, vous allez me dire on est à Paris, mais je l'ai vu sur Twitter de la ligne 13 du RER, c'est absolument effrayant. C'est-à-dire des gens agglutinés. Alors certes, là, ils ont des masques. On ne peut pas choisir parce qu'il faut prendre le métro. Jean-Luc, alors vous réjouissez justement de la réouverture des restaurants à Marseille. Oui, c'est facile. À Marseille et à Aix, parce qu'il y avait une différenciation, on l'a vu toute la semaine, entre tout d'un coup Aix-Marseille et le reste du pays, notamment Bordeaux, Paris et d'autres, même si Bordeaux était à peu près comme Marseille d'ailleurs, mais Paris et d'autres grandes villes comme Lyon et autres. Donc voilà, c'est tout. Il y a le côté après se réjouir parce que c'est clairement pas dans les restaurants que, ça a l'air d'être le cas en tous les cas, qu'on chope le plus le Covid. Parce que les restaurants, et je dirais même un certain nombre d'endroits publics, respectent réellement les règles, ce que j'appelle les règles sanitaires, la distanciation sanitaire. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, je m'excuse, Mathéo et Sophie, mais je le dis souvent sur cette antenne, moi je trouve que nos concitoyens sont extrêmement prudents. Oui. Dans la majorité, oui. Dans la majorité, oui. Oui, la majorité, c'est énorme. C'est énorme dans un pays. Et je trouve que mettre ça sur le dos, il y a quand même une discussion à avoir, on l'aura juste après, mais j'en dis 2 mots maintenant. Est-ce qu'un pays peut vivre continuellement avec cette angoisse permanente? Ah non, on ne peut pas, je suis d'accord. Non, mais je peux aussi vous dire qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus stricts. Absolument. Non, mais c'est vrai. Le problème, c'est que vous avez regardé ce qui se passe au Québec, ce qui se passe en Espagne. Ils sont beaucoup plus stricts. Dans le cas d'un virus, ce qui est terrible, c'est qu'il suffit qu'il y ait les désobéissants qui mettent tout le monde en danger. Et c'est pour ça que les Français sont responsables. Ça ne veut rien dire. Quel Français, à quel endroit, comment, et d'où la difficulté d'ailleurs terrible d'édicter des règles et des règles de les faire respecter. Frédéric, moi je suis plutôt d'accord avec ce que dit Jean-Luc Benamia, c'est la question du consentement. Je vous renvoie à l'enquête IFOP JDD d'il y a une quinzaine de jours où on voyait une énorme majorité de Français prêts à prendre des mesures plus contraignantes, moins voir leurs proches, moins voir leur famille âgée. Mais là, on n'est pas sur une logique... quand ça ne les concerne pas. On n'est pas sur une logique électorale. Il faut voir que s'il dépasse 60-70%, il y a un socle de 15-20%. C'est une minorité avec plus de jeunes, plus de catégories sociales supérieures parce qu'il y a cette pression dont parle Jean-Luc, il y a ce sentiment d'épuisement après quand même tout ce que l'on vit depuis mars dernier, qui ont plus tendance à moins respecter ces règles. Mais ça reste une minorité, mais malheureusement, une minorité suffit pour dégrader des situations. Si on ne se respecte pas avec ces attitudes, même s'ils sont peu ceux qui ne le respectent pas,
on risque encore de fermer encore plus l'économie, de fermer les écoles et tout ce qu'on a déjà connu. Donc peut-être un petit effort, vraiment un peu de réflexion parfois, juste par exemple, on touche de portes, il faudrait parfois les laisser un peu ouvertes, surtout dans les lieux publics. Moi, je voulais faire une petite précision. Vous avez appris, vous êtes nombreux à le souligner, le départ de Didier Maïsto la semaine dernière. Certains disent depuis que Didier Maïsto est parti, ce n'est plus pareil. Je voudrais rendre hommage à Didier Maïsto qui moi, m'a engagé, qui a été un patron formidable, qui nous a laissé une très grande liberté. Et cette liberté, nous l'avons toujours. Ça n'a pas changé les choses. Et je pense que la radio restera fidèle à son esprit. Donc, je voulais lui rendre hommage ce matin et dire à nos auditeurs qui disent je vais arrêter d'écouter Sud Radio parce qu'il n'est pas là. Je peux vous dire que rien ne change et rien ne changera, et que s'il nous a engagés les uns et les autres, c'est parce qu'il avait une certaine confiance en nous et qu'on s'est tous très bien entendus avec lui. Je partage complètement ce que vous dites pour cet hommage. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, de travailler avec lui depuis presque 20 ans, et c'est vrai que liberté, confiance mutuelle, ça a toujours été nos mots d'ordre, et donc je le salue tout à fait amicalement et fraternellement, et c'est vrai que je pense que Sud Radio va, j'en suis sûr, continuer dans cet esprit. Il n'est pas mort quand même. Non, il est pas mort. Vous avez raison. Mais il n'est pas mort. Mais non, mais ce qui était intéressant, c'est qu'il avait des positions très tranchées pour un directeur de radio, il faut le dire, extrêmement tranchées, et qu'il n'a jamais, j'étais moi personnellement opposé à pas mal de ses positions, mais jamais un mot. Là, s'il y a un endroit où la liberté d'expression est préservée et réelle, c'est Sud Radio. Ça, franchement, il faut le dire. Je peux effectivement confirmer tout ça. Et Didier est parti pour pour d'autres aventures. Je pense que vous le retrouverez très bientôt, et on lui souhaite en tout cas bonne chance, et on gardera toujours le contact avec lui de toute façon. Je sais qu'il est très attaché à la radio. Valérie, Jean-Luc. Juste un mot sur Didier, que je ne connais pas personnellement du tout. Moi, je ne trouve pas qu'il ait des positions si tranchées que cela. C'était souvent équilibré. Je le suivais réellement sur... Non, c'est au moment des Gilets jaunes. Je faisais allusion aux Gilets jaunes où il était très... Oui, mais sur les Gilets jaunes, d'accord. Mais sur le reste, sur la prise de parole, sur liberté totale. Publique, large et tout ça, j'ai toujours trouvé qu'il avait des positions... vraiment plus, bien moins que tranché, très, très large. La chose qu'il faut dire, c'est un honnête homme. Qu'il était prêt aussi à reconnaître. Il est prêtre. Oui, il est pas mort. Il est prêt à reconnaître ses erreurs. Mais je voulais juste faire cette précision de gens qui disent c'est plus pareil. Et qui le remplace ? Je ne sais pas, nous ne savons pas, mais en tout cas, pour l'instant, nous sommes toujours aussi libres de nos paroles et de ce qu'on a envie de dire. Petite réaction que je voulais avoir de votre part à propos de ces différents conseils départementaux qui portent plainte contre Éric Zemmour suite à ses propos sur les mineurs isolés. Moi, j'avoue que j'ai été surprise de voir le conseil départemental de la Loire-Atlantique, du Gers, des Landes, du Finistère qui ont déposé plainte contre le polémiste suite à ses propos donc sur les mineurs isolés. Qu'on soit d'accord avec lui ou pas, c'est une chose, mais que des conseils généraux porte plainte pour incitation à la haine et à l'atteinte à la République et à nos valeurs qui font de la cohésion nationale, je me dis, est-ce que ces conseils généraux n'ont pas autre chose à faire, ces conseils départementaux ? D'abord, je voudrais, ça rejoint ce que nous disions précédemment, la liberté d'expression est invraisemblable. On parle plus de Zemmour qui a eu un moment maladroit qu'il a rectifié après d'ailleurs. Oui d'ailleurs. Tout à fait, mais personne n'a écouté d'ailleurs. Et on préfère s'attaquer à Zemmour plutôt qu'aux jeunes migrants qui posent un problème formidable en France. On en entend beaucoup moins parler. Mais au-delà de ça, je trouve invraisemblable que on a l'impression que les conseils régionaux se donnent, vous savez, s'attribuent un mérite en portant plainte. Ils prouvent qu'ils sont politiquement corrects, qu'il y a une bonne conscience. Moi, je trouve ça navrant. Ils sont gouvernés seulement par un certain au nom de quoi porte-t-il plainte ? Il y a le CSA pour ça. Moi, je rappelle tout simplement que... Où la justice, le procureur a été saisi. C'est dans la même période, on a eu quelqu'un qui est sur le service public que nous payons tous, a dit que la censure était juste, qu'il ne fallait pas débattre avec ceux de la droite, pureté. Et qui a parlé des puretés. Donc déjà, j'inviterai le service public à être un peu plus pluraliste, vu qu'on le paye, et en particulier la matinale, parce que franchement, écouter toujours les mêmes sons de cloche,
ça commence à être un peu fatigant. Et puis, je ne comprends pas pourquoi on doit, encore une fois, stigmatiser des prises de position. D'ailleurs, c'est les départements qui ont, je pense, d'autres chats à fouetter, par exemple les routes, les lycées, les collèges. Non, c'est quoi les compétences des... c'est collège. C'est collège et route. Et surtout le RSA. Il y a un gros travail. Peut-être que Jean-Luc peut nous expliquer. Je suis sidéré. Le racisme n'est pas une opinion. Éric Zemmour a été condamné plusieurs fois pour racisme. Ces dernières phrases, je sais que dans l'émission qui était assez longue, il est revenu parce que Mme Kelly lui a fait revenir un peu sur ses paroles. C'est pas du racisme. Malheureuse et non autorisée par la loi. Donc voilà. Pour le reste, je rappelle que les départements... Tout est racisme aujourd'hui. Non, le département... Non, arrête, Sophie. Les phrases utilisées par M. Éric Zemmour sont des phrases racistes condamnées par la loi. Bon, maintenant, je rappelle juste que les départements sont en charge des mineurs. Et que, certes, ils n'ont pas forcément toujours les moyens de s'en occuper, c'est un problème extrêmement complexe, mais à ce niveau-là, je pense qu'un certain nombre de départements se sont sentis attaqués. Alors, est-ce que c'est juste ou pas juste? C'est un vrai débat, mais c'est juste est-ce qu'ils font leur devoir? Leur prérogative. Est-ce que c'est normal que les départements dépensent autant d'argent pour avoir finalement des personnes qui malheureusement sont l'objet après des plaintes parce qu'ils ont attaqué des citoyens qui ils laissent dans les rues une insécurité avec des gens qui sont dans des situations, les pauvres. Et puis c'est comme si on les découvrait maintenant. Le problème des mineurs isolés, c'est quelqu'un qui est très connu, d'ailleurs à Paris aussi, sur lesquels beaucoup de gens travaillent, des associations aussi, et sans doute il y a un engagement de la part de beaucoup de départements. Mais de là à se sentir visé, parce qu'effectivement le bilan n'est pas positif. C'est la loi. De toute façon, le procureur c'est lui qui jugera si c'est raciste. Le procureur est saisi, donc voilà. Ceci dit, si on dit effectivement c'est tous les mineurs isolés, je me rappelle plus la formule. Oui, c'est ça. Il a dit non, tous les enfants. Ça n'a aucun sens de généraliser, etc. Et il a corrigé après en disant pas tous. Bon, allez, on se retrouve dans un instant. On va revenir donc sur le sondage IFOP sur la présidentielle 2022. À tout de suite. Avec vous jusqu'à midi. Macron-Le Pen, le match de 2022. C'est un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et le JDD. Donc IFOP, c'est vous, Frédéric Dabi. Pourquoi ce sondage déjà, puisque même la semaine dernière ou la dernière fois que vous êtes venu, vous avez dit tout peut changer, tout peut arriver. Donc c'est toujours une photo à l'instant T. Exactement. On avait fait une belle émission ensemble. Absolument, sur les sondages. Sur les sondages. C'est vrai qu'à 18 mois du scrutin, on a rarement eu une incertitude aussi forte. C'est pour ça qu'on essaie de voir quel est l'état de l'opinion à 18 mois avec un nombre de scénarios de premier tour jamais vu. 11 scénarios. La dernière fois que j'avais fait autant de scénarios, c'était en 2006, quand il y avait cette incertitude sur le candidat ou la candidate socialiste. On avait testé le Ségolène Royal à Lionel Jospin. Là, c'est vrai qu'on a tellement d'inconnus qu'on a choisi avec Fiducial, Sud Radio et le JDD d'avoir un très large panorama. Ce qui est assez intéressant, c'est que malgré cette diversité de candidatures, on a 3 faits récurrents. Premièrement, un sondage catastrophe pour la gauche. Quelles que soient les configurations testées, la gauche est en situation de connaître un 3e 21 avril. Jamais les candidats testés n'est dans les 2 premiers. Et même, jamais il est 3e, voire parfois 4e. Vous avez testé Valls ? Non. Qu'on entend partout. Non, mais c'est assez marrant, il y a un retour de Valls qu'on entend beaucoup. Il fait partie du Parti Socialiste. En tout cas, non mais... On est d'accord, on va nous dire, vous avez testé X, Y, Z, on a quand même testé des candidats ceux qui se sont déclarés, Rachida Dati, Xavier Bertrand, Bruno Retailleau, François Baroin n'a pas encore fait part de sa non-candidature. On était sur l'offre la plus large. Deuxième enseignement, au-delà de la difficulté terrible pour la gauche, la dynamique, Xavier Bertrand, c'est le seul qui arrive à émerger, qui s'installe comme 3e homme, qui parfois monte à 18-19%, qui devance Emmanuel Macron dans l'électorat âgé, qui vote plus que la moyenne, dans un contexte abstentionniste, c'est un fait important. Et premièrement, c'était votre question, ma chère Valérie, c'est on teste 11 scénarios extrêmement divers et on retrouve systématiquement aux 2 premières places Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, qui font souvent mieux
que leur étiage du 23 avril 2017. Et ce qui est intéressant, c'est cette dissociation. À l'échelle locale, au municipal, on a vu une catastrophe et pour En Marche et pour le RN, alors qu'à l'échelle nationale, ils continuent à confisquer le jeu. C'est assez étonnant, avec tout ce qu'a traversé Emmanuel Macron, de voir qu'il arrive toujours. Il a un socle de popularité qu'il arrive à convertir en potentiel électoral. Anne pose la question sur Facebook, sur le Facebook de Sud Radio, et le pourcentage d'abstention. Alors, à 18 mois du vote, calculer une abstention ne serait absolument pas sérieux. En tout cas, ce qu'on peut dire à Anne, c'est que malheureusement, on est dans un cycle abstentionniste jamais vu, parce que les 3 premiers scrutins du quinquennat d'Emmanuel Macron ont montré une abstention dépassant 50% aux législatives, aux européennes et aux municipales. Valérie. Oui, Jean-Luc Benamias. Est-ce que tu peux le donner, hein, je te demande ça, après tu fais ce que tu veux, comme d'hab. Le pourcentage de gens, quand vous appelez, qui disent « je ne réponds pas à ces questions ». Ça me paraît extrêmement important parce que, vu le désabusement généralisé de l'opinion publique et de nos concitoyens par rapport à la politique en général ou en particulier, je ne serais pas étonné qu'un certain nombre de gens disent « ben non, moi je ne participe pas, ça ne m'intéresse plus ». Ça correspond à l'abstention en fait. Alors, pas tout à fait. Non, pas tout à fait. La question de Jean-Luc est tout à fait pertinente. Alors, on n'a pas téléphoné, c'est une enquête en ligne où des gens ont reçu le questionnaire sur leur smartphone ou sous leur ordinateur. On a travaillé sur les tout à fait certains d'aller voter, sachant qu'on a un échantillon très large. On a interrogé 1800 personnes pour avoir 1600 électeurs. Et en gros, on a 2 tiers de personnes tout à fait certaines, ce qui est moins que l'abstention, mais ce qui est aussi beaucoup moins que ce qu'on a traditionnellement pour une élection présidentielle. Mais là, on était quand même très loin du vote. On ne peut pas préjuger de ce que sera la Frédéric, est-ce que ce type de sondage en ce moment n'est pas d'autant plus aléatoire? Parce qu'il se passe tellement de choses, il va se passer tellement de choses dans l'année qui vient. C'était ma question, ma première question. C'est-à-dire que... Regardez, prenons les sondages faits à 2 ans de l'élection présidentielle de 2017. Oui, mais pas dans les mêmes circonstances. Si, parce qu'à cette époque, il y avait une menace terroriste. On ne testait jamais Emmanuel Macron. Absolument. Mais que montraient ces sondages? 1. Marine Le Pen systématiquement au second tour. 2. François Hollande extrêmement faible. Il faisait moins, la gauche faisait moins avec lui qu'avec par exemple Manuel Valls. Et 3. Une droite forte, mais une incertitude entre Nicolas Sarkozy, Alain Juppé. C'était avant l'émergence de François Fillon. Oui, alors Matteo Ghisalberti. L'économie. Très bêtement, si vous avez déjà mis en compte aussi une éventualité j'espère que ça ne sera pas le cas, mais une prolongation de la période de Covid. Et je ne sais pas si on arrivera à s'inventer, par exemple aussi des votes par correspondance, même si on habite en France, pour éviter les contagions. Là, je sais pas, on n'est pas sur la manière de voter, on est sur le comportement électoral, mais c'est peut-être des questions faites Mathéo qui se poseront. Oui, alors vous avez été étonné ou pas par alors le match Macron-Le Pen? On l'avait déjà vu dans une enquête fiduciaire des Sud Radio au mois de juin. Mais pas d'effet Dati, Rachida Dati très loin. Vous savez, alors en même temps, tous ces gens-là n'ont pas... qui a un score devant Hollande et Royal, mais assez modeste. Vous savez, c'est normal, ils ne sont pas fait campagne. Mais vous avez tout à fait raison. Vous savez, il y avait un slogan du Parti socialiste dans les années 70 qui s'appelait « Le socialisme, une idée qui fait son chemin ». Et je pense que pour les Français, une candidature, ce n'est pas parce que le milieu médiatique en parle que telle ou telle avec Macron. Personnalité ouvre un peu la porte, que ça va percoler, ça va créer une dynamique électorale. C'est pour ça que le score de Xavier Bertrand me paraît relativement intéressant. Lui, ça fait 3 ans qu'il ne lâche pas Emmanuel Macron, qu'il apparaît comme un opposant très fort et qu'il a montré une envie présidentielle. Ce n'est pas le cas des autres candidats. Alors, toujours ces questions sur les sondages, mais vous interrogez qui? Parce que moi, je ne me retrouve jamais dans les sondages, j'ai jamais été sondé. Mon avis ne correspond pas aux résultats. Très rapidement. Très rapidement, c'est toujours la critique classique. Ouais. Nous interrogeons là presque 2000 personnes. Nous travaillons à partir d'un panel de presque 2 millions de personnes. C'est un sondage représentatif, c'est une mini-France, mais il y a dans cette mini-France des gens de telle ou telle sensibilité politique. Et bien sûr, comme le disait Jean-Luc, des gens qui refusent de répondre ou des gens qui ne se positionnent pas sur un axe partisan. Ouais. Allez, on va marquer une petite pause et on se retrouve dans un petit instant et on va parler du discours d'Emmanuel Macron, la fin du déni et comment intégrer l'islam. Peut-on organiser l'islam dans la République? À tout de suite sur Sud Radio. Allez.
Allez, on est avec vous jusqu'à midi. Peut-être, je voulais quand même qu'on parle des décisions qui ont été annoncées hier en ce qui concerne le Covid. Alors, déjà un point sur la communication du gouvernement. Alors moi, je ne comprends pas. On nous dit qu'il va y avoir une conférence de presse. Enfin, on va vous annoncer des mesures lundi matin. Et hier soir... Ce problème... Pardon. Et hier soir, 22h, 21h30, l'AFP balance. Les restaurants vont comme ça. Voilà. Les bars vont fermer à Paris. Et surtout, le préfet qui annonce qu'à Marseille, les restaurants vont rouvrir avant même que le gouvernement ait pris la parole. Je me demande s'ils font une compétition pour gagne le prix de la meilleure confusion. Est-ce que, pour être trivial, est-ce qu'ils se tirent la bourre, quoi? Il n'y a pas d'autre explication que ça. Ça veut dire quoi? Se tirer la bourre, ça veut dire c'est la concurrence. Et qui va être le premier à annoncer, Jean-Luc Benamias? Et Madame Schiappa, sur une radio concurrente ce matin, qui annonce un certain nombre de décisions qui seraient prises ce soir, dans une confusion encore terrible, notamment sur les facs. Bon, oui, alors... parce que les facs, effectivement, parmi les mesures qui ont été annoncées, doivent avoir une jauge à 50% des élèves accueillis. Donc c'était prévisible, attendu. Donc c'est là où on pose la question de la navigation à vue. Non, mais Valérie, il faut quand même, Dieu sait si je trouve, et je le dis depuis toujours, que les injonctions contradictoires, que les conseils n'étaient insuffisants, la pédagogie aussi, il y a un moment où il faut arrêter. C'est ingérable, cette situation. Vous avez là un président de la République et donc un Premier ministre qui ont le choix entre faire mourir la France économiquement et avoir des gens qui meurent, parce que vous oubliez qu'il y a une femme qui s'est suicidée, elle n'arrivait plus à nourrir sa petite fille parce qu'il y a des gens qui ne sont pas protégés, que les entreprises sont bien protégées, et c'est pour les salariés qu'on le fait. Donc un choix entre économiquement littéralement tuer la France ou bien essayer de jongler. Je suis désolée, je ne sais pas comment on prend des mesures qui soient... Je finis juste. Ouais. Je ne sais pas comment on prend des mesures équitables. Dans les boîtes déjà, on se tire les cheveux. Est-ce que je leur dis de rester chez elles cette semaine? Est-ce que là, par exemple, on sait aussi que pour les entreprises, le fait que les restaurants ferment, c'est également catastrophique. Que tout le quartier, que les contrats qui se passent, que les clients qu'on invite, que j'ai vu des grands groupes qui disaient on ne sait plus quoi faire, que quand on arrête les restos, ça veut dire les cantines dans les entreprises. C'est terrible et je ne sais pas comment on peut faire les choses bien. Et maintenant, le problème aussi, c'est que tout le monde prend la parole et que oui, le personnel politique ferait mieux il devrait y avoir un seul porte-parole et interdiction d'en parler. Je ne sais pas comment on fait. Mais c'est vrai que la situation est ingérable. Oui. Alors, peut-être Frédéric? Non, c'est vrai que là, ça donne une impression de raté de communication qu'on retrouve dans nos chiffres, puisque dans notre dernière balise, jamais la confiance à l'égard du gouvernement sur les conséquences sanitaires de la crise a été aussi faible, alors que sur les conséquences économiques, on a plutôt une certaine bienveillance des Français parce que les mesures sont bien identifiées. C'est vrai que la question de l'émetteur unique est absolument cruciale. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement? Les Français ont désigné un émetteur unique. Qui était-il? Édouard Philippe, et c'est vrai que les jugements étaient nettement moins sévères, malgré la question bien sûr lancinante des masques qui a empoisonné la relation de confiance entre les Français et l'exécutif. Et ça continue sur les tests. Je suis en train de me battre pour avoir le droit de tester dans l'entreprise. On va finir par passer outre la non-réponse. C'est épouvantable. J'ai des tests salivaires. Le laboratoire agréé CE, il est prêt à les passer. Les salariés qui voudront dans les entreprises pourront passer ce test, qui sera dépouillé dans le laboratoire. Lui seul, le salarié, aura la réponse. Je n'ai eu aucune réponse du gouvernement depuis 3 mois. Et je vais conseiller à l'entreprise qui fait ça de passer outre et d'y aller. Oui, mais c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à comprendre quand même cette communication et comment comprendre. Et en même temps, ils se planquent pour les questions. Comment comprendre si effectivement. Je peux me permettre d'apporter un élément de comparaison. En Italie, par exemple, où il y a maximum 2000 cas par jour en ce moment. On parle demain peut-être d'obliger le port du masque partout dans le pays, alors que déjà plusieurs régions le font. Mais par exemple, en Campanie, la région de Naples, il y a eu avant-hier 412 cas. Je suis en train de lire dans le site de la Repubblica, c'est un quotidien italien.
Et, de cas positifs. 412 cas. Positif, on a qui imposé... ne veut pas dire malade. Exactement. Parce qu'attention, on n'a pas les mêmes chiffres. Attention aux chiffres. Oui. On a imposé le port du masque dans la région. Et dans la ville de Latina, côté de Rome, on invite les gens à sortir seulement pour des cas de nécessité. Et ils sont beaucoup moins touchés en ce moment par le nombre de cas positifs. Ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec vous, Sophie, sur la difficulté de gérer cette situation, mais quand même... Déjà, ça fait 6 mois qu'on dit qu'il n'y a pas assez de personnel sanitaire qui doit gérer la chose. Maintenant, on se retrouve avec une deuxième vague où on ne peut plus déprogrammer, où ça sera très compliqué de déprogrammer des choses non urgentes ou en tout cas non Covid. Et, ça, c'est une mauvaise gestion, ça, c'est vrai. C'est hallucinant. Et puis, l'idée d'entendre... qui se réveille le matin avec une idée qui fait partie du gouvernement et qui la sort. Désolé, mais je rappelle tout simplement une chose que souvent je dis. Ici, en France, on a un système un peu quand même présidentiel où les décisions sont prises souvent par le sommet de l'État. Est-ce qu'on peut prendre une décision qui peut-être est un peu impopulaire, mais excusez-nous, mais si on vous a élu en tant que président ou en tant que Premier ministre, vous devriez aussi vous soucier un petit peu des Français tous et pas seulement de vos résultats électoraux d'ici quelques mois. C'est un peu injuste. C'est peut-être plus leur préoccupation. Enfin, c'est pas la préoccupation. C'est pas la préoccupation du président. Écoutez, alors pourquoi il ne se préoccupe pas assez de prendre des décisions claires? Jean-Luc Benamias. Que ce soit la préoccupation de M. Macron, peut-être. Celle de M. Castex, j'en doute énormément. Il me semble bien qu'il n'est pas candidat à des postes. Il est Premier ministre, très bien. Mais non, je dis les deux premières. Oui, mais non, moi, le problème, c'est qu'on ne tire pas. Tu l'as dit, tu viens de le dire. Il y a des expériences, des cas dans d'autres pays où ça se passe mieux. C'est bizarre que notre pays ça se passe moins bien aussi. Bon, n'arrive pas. L'Allemagne, ça se passe mieux. L'Italie, ça se passe mieux. Même l'Espagne, ça se passe mieux. Et alors les pays du nord de l'Europe, c'est pareil. Il y a beaucoup moins d'habitants, par contre, dans les pays du nord. Moi, je trouve... Il n'est pas évident encore aujourd'hui, scientifiquement parlant, que nous vivions une seconde vague. Quand on regarde, alors c'est difficile avec les chiffres parce que là aussi c'est une confusion assez importante, mais c'est pas évident qu'il y ait une seconde vague en ce moment. Elle peut arriver, ça, je ne sais pas, personne ne le sait. Mais aujourd'hui c'est pas une seconde vague, c'est la continuation de la première. Oui, mais justement pour la gérer, il faudrait avoir réalisé une chose toute bête, que effectivement il faut avoir la possibilité de gérer, et quand je dis gérer aussi, l'histoire des tests, comme on disait tout à l'heure, l'histoire du traçage, parce que moi, je ne sais pas, mais l'application Stop Covid, elle n'est pas vraiment user-friendly, comme on dit en anglais, je veux dire. C'est pas si simple de l'utiliser. De toute façon, à partir du moment où le Premier ministre l'a pas, on ne peut plus dire de l'apprendre. Pour dire, alors, on pourrait se dire, si tout le monde, effectivement, portait bien le masque quand il faut le porter, on éviterait d'être tracé, etc. Mais aussi, il faut se dire que, alors maintenant, la mesure qui a été proposée, le protocole pour les restaurants, c'est... On doit donner notre numéro de téléphone finalement à quelqu'un qui gère un restaurant et la confidentialité, par exemple, là, je sais pas, j'extrémise, mais on a entendu des mesures un peu comme ça à la va-vite hier soir à minuit. Excuse-moi. Mais c'est une mesure qui est prise dans beaucoup de pays. Il me semble qu'elle est prise en Italie notamment. Oui, tout à fait. Mais la CNIL va avoir des frissons. CNIL. Je me demande, on a eu des polémiques pour l'application, mais l'application effectivement ne marche pas très bien, honnêtement. Et en parallèle, on fait passer une autre mesure de ce type, mais forcément, il faut tracer le passage du virus. Mais l'annoncer comme ça, sans prévenir les gens, sans les organiser un petit peu... Surtout parce que moi, je pourrais donner un numéro faux. D'abord, on n'a pas encore les mesures. Mathéo, je suis désolée, elles ne sont pas officielles. Ils sont en train de les préciser. Mais taux d'incidence à Paris, donc supérieur à 260 pour 100 000 habitants. Taux de l'e-Covid en réanimation supérieur à 36%. Et donc, a priori, ce sont des mesures interdiction de rassemblement sur la voie publique à plus de 10 personnes. Pas plus de 10 personnes sur la voie publique. Jauge des spectacles à 1000 personnes. Alors moi, je ne comprends pas qu'on garde les spectacles, Jean-Luc Benamias.
Mais on peut, pour des raisons assez simples, Valérie, je suis d'accord que c'est. À ce moment-là, il ne faut pas aller dans le métro. Ben oui. Mais si on arrête tout le système économique culturel de la France, c'est impossible. C'est impossible. Le coût financier, le coût humain de tout cela est supérieur au virus. Je suis d'accord. Est exorbitant. On n'arrive pas à comprendre la logique. De ce débat entre nous. On ne peut pas vivre comme ça. Non, on ne peut pas vivre comme ça, mais on ne comprend pas la logique de ces choses. La logique, je suis d'accord. Protocole renforcé pour les restaurants en zone d'alerte, 6 convives maximum par table et distance d'1 mètre entre les chaises de table différentes. Je peux répondre à cette question parce que d'abord on reste, on parle, il y a un peu de vin qui désinhibe, etc. Et qu'à la fin du repas, il y a effectivement des échanges. Et on ferait mieux de dire qu'entre les plats, il faut remettre son masque parce que curieusement, c'est quand on bavarde. Si, c'est quand on bavarde. Donc, il ne peut pas y avoir de logique imperturbable. Sinon, on ferme le métro, on ferme absolument tout. Il ne peut pas y avoir. Donc, ils essaient un peu de tâtonner, je suis d'accord. Et bon, il faut chacun faire un effort et réfléchir. Il y a des pays, au Québec, aux États-Unis, ou par exemple à New York, il y a certains quartiers qui sont confinés. C'est fini, l'épidémie d'ailleurs. Ça va beaucoup mieux. Non, ça va pas beaucoup mieux. Ils viennent de confiner 9 quartiers. Ça va pas beaucoup mieux. Par exemple, à propos des événements, je lis toujours. C'est pas pour faire une comparaison, parce que face à cette maladie, on est tous sur le même bateau. Et je ne sais pas pourquoi en Italie, il y a moins de cas, parce que cet été, les Italiens ont fait comme les Français, ils sont allés à la mer en Italie, et il y a eu des clusters. D'ailleurs, Berlusconi aussi a été touché, d'autres gens ont été touchés. Mais il y a moins de cas. Bon. Et les nouvelles règles prévoient que 1000 personnes maximum puissent se rassembler dans les stades, donc à l'air ouvert, et 200 personnes maximum à l'intérieur, donc des palais des sports, des théâtres, etc. Mais, par exemple, hier soir, on a supprimé le match Juventus-Naples. Parce que pour des règles sanitaires. C'est pas forcément cohérent non plus. On comprend pas. La nuit blanche était cohérent. Je trouve ça hallucinant qu'on ait laissé à Paris la nuit blanche. On a vu des vidéos tous sur les réseaux sociaux. C'est très étrange. Désolé. On voit Frédéric Vidal, effectivement, qui disait il n'y a aucun problème dans les universités. 3 jours après, on réduit de moitié les effectifs des facs. C'est là où on a... c'est difficile. Il y a une auditrice qui me dit naviguer à vue. Quand on navigue à vue, on connaît la mer. On sait naviguer. Puis il y a les icebergs. On sait naviguer, on connaît la mer. Frédéric. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples qui montrent que l'on navigue à vue, que le Covid impose sa cadence. Et c'est vrai que, je dirais, donne à l'opinion publique l'impression que le gouvernement est assez fébrile et ne tient pas un cap. C'est vrai aussi que dans l'opinion publique, c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus une impopularité massive loin de là, qu'il y a une logique d'exonération. Les Français ont intériorisé la vraie difficulté. Et c'est vrai que un reconfinement est vu comme un spectre absolument catastrophique. Et dans notre dernière enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio et CNews, on voyait qu'un gros tiers des Français anticipaient une possibilité de reconfinement. Mais qu'il plébiscite, parce que dans les médias, pardon Frédéric, on entend effectivement les gens qui s'expriment, râler, demander une certaine liberté, dire ce que dit Sophie. Mais ce discours, on ne peut pas vivre comme ça, mais dans vos sondages, les Français sont prêts à des mesures plus strictes. Majoritairement. Alors ça dépend où ils habitent, pardon, si vous avez fait des tri par région, parce que confiner tranquillement en Haute-Savoie ou en Bretagne, c'est pas tout à fait pareil que dans les villes. Dans les villes, c'est terrible le confinement. C'est l'histoire de Marseille et de la Mayenne, ils les ont comparés, mais en Mayenne habitent 300 000 personnes. Autour de Marseille, je pense, quelques millions. Oui, 2-3 millions. Ou la Suède et la France. Foires et salons et parcs, expositions, congrès non autorisés, gymnase, piscine, salle polyvalente fermées aux adultes mais pas aux enfants, et clubs de sport et fitness qui restent fermés malgré, malgré des appels. Mais il n'y avait pas eu un jugement qui a retoqué. Rennes, une salle de sport a pu rouvrir, mais je ne sais pas s'il n'y a pas eu un appel. Ils sont quand même beaucoup investis. Je tiens à rappeler que les salles de sport, certaines... Alors, le problème, c'est qu'on a l'impression en France que tout le monde chose du 39. Or, les salles de sport ne sont pas toutes identiques. Oui, mais alors comment vous faites du cas par cas? C'est bien ça, je pose la question. Mais je pense que... Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un peu des inspecteurs? On passe sa vie à inspecter les entreprises sur n'importe quoi, sur l'extincteur qui n'est pas de la bonne couleur au bon endroit. Et pourquoi est-ce qu'on n'inspecte pas? Moi, je pense que les restaurants, il faut des inspecteurs qui passent. On est arrivé au point que peut-être pour les vacances de la Toussaint, ils ne pourront pas prendre les congés. Jean-Luc Benamias.
les inspecteurs, ça s'appelle la police nationale ou la police municipale. Hein. Ouais. Non, inspecteur du travail. Sur Marseille, par exemple, pendant cette semaine où les bars et les restaurants devaient être fermés, je sais que les policiers, qui étaient d'ailleurs assez relativement aimables, me semble-t-il, que j'en ai discuté avec certains commerçants, notamment devant des boulangeries. Vous savez, il y a des boulangeries qui mettent des tables devant la boulangerie, puisque à midi, un certain nombre de salariés ou autres vont manger devant des boulangeries ou devant des snacks. Ils passaient et c'était eux qui faisaient l'inspection. Hein. Globalement, c'est fait tout ça. L'inspection du travail et la médecine du travail. On a fermé des postes, l'inspection du travail. Elle fait rien, la médecine du travail est absente. Attendez, laissez terminer Jean-Luc. Oui, Jean-Luc. On n'a pas arrêté d'enfermer des postes d'inspection du travail. Donc le boulot est fait. Moi, je pense que, encore une fois, nos concitoyens sont extrêmement conscients de la situation. Et je le dis aussi, un confinement généralisé, même local, devient totalement impossible pour quelque gouvernement que ce soit, quelque président que ce soit. Oui, mais... On l'a fait une fois, sinon c'est la mort certaine de l'économie française. Oui. Mais pourquoi le gouvernement alors n'assume pas une position aussi menace, entre guillemets, je le dis peut-être avec le terme qui n'est pas le meilleur, mais responsabiliser les gens en disant écoutez, attention, parce qu'effectivement on va arriver à cette possibilité si on continue comme ça, etc. Et puis naturellement je pense que le gouvernement devrait aussi faire des passages un peu plus importants aussi dans le Parlement, parce que le Parlement quand même c'est l'autre côté ça représente les citoyens aussi, et le Parlement est fait aussi par des députés et des sénateurs qui reviennent sur le territoire et qui peuvent être aussi des bons exemples à suivre éventuellement. Vous n'interdirez pas à la jeunesse française de vivre convenablement. C'est absolument impossible. Mais car il s'agit de cela. Il s'agit de cela. Oui. Dans les facultés aujourd'hui, dans la fac, les étudiantes font extrêmement attention. Ils portent le masque. Dès qu'ils sortent, ils sont jeunes. Ils sortent, ils sont entre eux, ils portent plus le masque. Et comment voulez-vous interdire cela? Il y a quelque chose d'impossible. Alors, dans certains pays, par exemple le mien, il y a 400 € d'amende. Oui, en Espagne aussi. 400 € d'amende. Aux étudiants, on va où là? C'est impossible. Les étudiants italiens. Les enfants de 14 ans qui portent le masque toute la journée, vous les avez pas vus en rentrant à la maison, ils deviennent fous. Donc il faut aussi prendre un peu Ce que dit Jean-Luc est juste, c'est vrai que dans toutes nos enquêtes, on voit un clivage générationnel. C'est parmi les plus jeunes qui a le plus de difficultés à accepter, intérioriser et respecter les gestes barrières. C'est assez heureux. Oui, voilà, ce sera le mot de la fin. Pas seulement les jeunes. À suivre donc, le préfet les différentes annonces sont en train d'être faites. On va y revenir évidemment demain. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous sur Sud Radio. Très bonne journée.